Bonjour chers étudiants et chères étudiantes, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler sur les caractéristiques du droit des entreprises en difficulté. D'abord, on a deux caractéristiques. Premièrement, le droit des entreprises en difficulté est un droit dérogatoire au droit commun. Et deuxièmement, le droit des entreprises en difficulté est un droit fonctionnel. Alors, on passe à la première caractéristique du droit des entreprises en difficulté qui est le droit des entreprises en difficulté, c'est un droit dérogatoire au droit commun. Compte tenu de l'enjeu sociétal posé par l'entreprise, le droit se préoccupe de la préservation de sa santé financière et de la continuité de son activité. C'est pourquoi il propose des solutions spécifiques à la prévention, à la sauvegarde ou bien au traitement judiciaire de ces difficultés. Cette démarche consiste donc à traiter le droit des entreprises en difficulté, ou bien, dit encore, le droit des procédures collectives, c'est-à-dire à l'étude des dispositions du livre 5 du Code de commerce. De telles procédures collectives et leurs solutions expriment souvent des solutions particularistes, tout en dérogeant les principes juridiques de droit commun. La plus ancienne écarte le droit commun de l'exécution, où l'on dit encore le paiement et le prix de la course. En raison de l'inorganisation des poursuites individuelles, alors que les procédures collectives mettent en place une organisation des poursuites, une suspension des poursuites individuelles, un principe d'égalité des créanciers, une saisie collective par le tribunal et les mandataires de justice. En application d'un régime judiciaire global auquel les procédures de traitement conventionnel échappent en tout ou en partie. Ce particularisme des procédures collectives présente quelques difficultés, notamment sous deux aspects. D'une part, sous son aspect patrimonial et classique, il traduit l'affirmation du caractère collectif de la procédure de règlement aux dépens des droits individuels et intervenants. D'autre part, sous son aspect économique et contemporain, il soulève de nouvelles problématiques autour du sort de l'entreprise. Le droit des procédures collectives apparaît souvent sous la forme d'exception au droit commun, avec son cortège de mauvaises surprises, d'incompréhension, voire d'agacement, en pratique comme un droit perturbateur et parfois même comme un droit rebelle. C'est ce qui en effet l'a conduit au rang d'un droit complexe. On passe maintenant à la deuxième caractéristique du droit des entreprises en difficulté, qui est le droit des entreprises en difficulté est un droit fonctionnel. Le droit des entreprises en difficulté remplit à la fois une fonction disciplinaire et celle de sauvetage. La fonction disciplinaire du droit des entreprises en difficulté. Le droit des entreprises en difficulté aura ici pour fonction principale à éliminer les débiteurs défaillants et à sanctionner ceux qui ont commis des fautes. En ce qui concerne d'une part la fonction qui consiste à éliminer les opérateurs économiques défaillants, on sait bien évidemment que cette défaillance en est la cause directe d'impayés, puisque qui dit impayé dit également crédit, car le crédit est au cœur de la vie des affaires. Et qui dit crédit dit encore versement futur de l'emprunteur au prêteur. Or, le non-paiement de ces dettes par un commerçant, personne physique ou morale, n'intéresse pas son seul créancier, puisque les relations entre les agents du monde économique sont enchevêtrées. Chacun attend d'être payé pour payer à son tour. La défaillance du débiteur peut aussi mettre en péril
les créanciers de son créancier et ainsi de suite. Voire parfois même l'ensemble du marché, ce qui créait par conséquent un enchaînement des défaillances, l'idéal étant de réfléchir sur une dynamique de la mise en délimitation des causes de la défaillance des entreprises. Généralement, dans le commerce, la préservation du marché suppose, à titre préventif, une politique de la mise en élimination des entrepreneurs incompétents, étourdis ou malchanceux. Et encore plus, le droit des entreprises instaure la démarche la plus récente du législateur, celle qui consiste à reconnaître aux débiteurs défaillants un droit à la faute et sa mise à l'écart du monde des affaires, à la condition qu'il ait commis certaines fautes. C'est dire, dans ce cas d'espèce, que la sanction judiciaire de faillite personnelle ou celle d'interdiction de diriger, prononcée à titre autonome comme peine complémentaire à une condamnation pénale pour banqueroute, assure sûrement cette fonction disciplinaire de la mise en élimination des opérateurs économiques. Ceci afin d'éviter par conséquent des défaillances en chaîne. S'agissant d'autre part la fonction disciplinaire qui consiste à soumettre le débiteur défaillant fautif à des sanctions spécifiques. C'est tel est le cas de la déchéance de certains droits ou bien une sanction d'amende ou d'emprisonnement. Ou encore s'agissant des dirigeants sociaux, une sanction originale qui a été introduite en 1935 après certains scandales financiers. L'action en comblement de l'insuffisance d'actifs sociaux par laquelle le dirigeant social qui a commis certaines fautes est condamné à payer de ces derniers personnels tout ou partie de l'insuffisance d'actifs sociaux. On passe maintenant à la fonction de sauvetage des droits des entreprises en difficulté. La fonction de sauvetage des droits des entreprises en difficulté remplit aussi un certain nombre de fonctions essentielles pour la préservation du tissu économique dans son ensemble, à savoir sauver le débiteur, sauver l'entreprise, sauver les créanciers et sauver les emplois. L'ensemble de ces fonctions de nature purement de sauvetage nécessite ici encore une appréciation afin d'en tirer d'utilité de cette fonction, car il n'est pas sans intérêt de sauver un partenaire sans autre. La typologie des fonctions des droits des entreprises en difficulté. La première fonction de ce droit consiste ici à sauver le débiteur, car le législateur poursuit, depuis la promulgation de la loi numéro 1595, sa démarche sur la voie du sauvetage des débiteurs non fautifs en posant le principe original selon lequel la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ne permet pas aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite, sauf si le débiteur a commis un comportement fautif. La deuxième fonction est liée au sauvetage de l'entreprise, parce qu'avec la réforme de 1996, le législateur marocain se préoccupe directement aux défaillances des entreprises. Il s'oriente systématiquement vers la mise en place d'un système de nature purement préventive des difficultés, en s'inspirant du fameux adage populaire qui dit ici « mieux vaut prévenir de guérir » et qui se matérialise par l'insertion en amont des procédures collectives proprement dites, un ensemble de mécanismes juridiques destinés à connaître et révéler les difficultés de l'entreprise afin de les traiter trop tôt, avant qu'il ne soit pas trop tard. Ainsi, ce système de la prévention des difficultés de l'entreprise constitue ici un volet important des droits des difficultés des entreprises où la valeur de l'hypothèse de continuité d'exploitation de l'entreprise échappe, ainsi au domaine réservé du chef d'entreprise. Cette fonction de sauvetage de l'entreprise à travers le système de la prévention est corrélativement
renforcée par institution d'une procédure nouvelle destinée à sauver l'entreprise qui connaît ses premières difficultés de financement, à savoir le règlement amiable des difficultés de l'entreprise, dit actuellement la procédure de la conciliation. Or, le législateur intervient encore une fois pour redéfinir l'ensemble de la matière autour d'une volonté législative délibérée et affichée à travers la loi numéro 73/17 qui prévoyait l'instauration d'une nouvelle procédure dite ici de sauvegarde qui aura pour objectif principal de mettre l'entreprise en difficulté sous la voie de la protection judiciaire. L'intention du législateur est toujours louable, mais cette fois-ci, il est emporté par une vision quasi idéologique de l'interventionnisme judiciaire dans la vie de l'entreprise, qui constitue ici le reflet de l'interventionnisme étatique dans l'économie nationale. Cet interventionnisme s'est traduit sur le plan juridique par la mise en place d'une procédure de redressement judiciaire destinée ici à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et enfin l'apurement de passifs. Elle est systématiquement ouverte sur une période d'observation qui consiste à effectuer un diagnostic de la situation économique, financière et sociale et des perspectives de l'entreprise en situation de difficulté. C'est avec cette loi que la situation des créanciers dont les droits sont perçus comme une contrainte qui s'exerce sur le redressement de l'entreprise a été la plus difficile. Mais le législateur devait bientôt renvoie sa position avec la réforme de 1918. La troisième fonction se rattache au sauvetage des créanciers de l'entreprise. En termes de cette fonction, le livre 5 du Code de commerce du 1er août 1996 dresse un peu l'état et rétablit un peu de bon sens là où il pouvait manquer, car il admet parfois l'ouverture sans période d'observation d'une procédure de liquidation judiciaire et améliorer les performances des mécanismes de traitement non judiciaire, en créant la possibilité d'une suspension judiciaire des poursuites destinées à favoriser la conclusion d'un accord amiable. D'une manière générale, cette loi tire des conséquences raisonnables de l'observation de l'application de la législation sur les entreprises en difficulté, mais l'économie générale du texte de loi n'est pas bouleversée. Avec la loi numéro 73/17 portant réforme du livre 5 du Code de commerce du 1er août 1996, on remarque aussi que le législateur manifeste son intérêt sur le sort de l'entreprise en ce qu'il restaure en particulier et au fond de cette réforme des droits des créanciers. Cette loi aura ici pour fonction de créer un certain équilibre entre le débiteur et les créanciers à travers la mise en place des procédés juridiques ci-après qui consistent ici de réhabiliter la fonction liquidative en accélérant la procédure de liquidation judiciaire, notamment avec la liquidation judiciaire simplifiée, d'établir aussi un pouvoir décisionnel des créanciers, notamment par l'institution de l'Assemblée générale des créanciers, de diminuer leurs responsabilités civiles et leur restituer certaines initiatives de procédure. C'est le cas d'une action en déclaration de faillite personnelle ou en banqueroute à l'encontre des débiteurs ou des dirigeants sociaux. Cette loi aura pour effet certain en pratique de réhabiliter la condition juridique et financière des créanciers. L'observation de son application permettra de dire si elle contribue efficacement à l'objectif hautement souhaitable de la sauvegarde de certaines entreprises. Dire ici que la loi numéro 73/17 détermine aussi la base de l'état actuel du droit positif des entreprises en difficulté. C'est dire ici encore que la notion de difficulté de l'entreprise détrône celle de procédure collective à la faveur du développement de la prévention
de l'alerte et du traitement conventionnel de ces difficultés. Cette loi, porteuse de l'institution de la procédure dite de sauvegarde, entièrement nouvelle, apporte en effet de nombreuses et parfois d'importantes modifications des droits des salariés. On passe à la dernière fonction qui est liée au sauvetage de l'emploi, car il n'est pas sans intérêt d'évoquer dans ce cadre le contexte économique dans lequel est apparue la réglementation sur les entreprises en difficulté. Le livre 5 du Code de commerce de 1996 est venu dans un contexte de crise et de récession économique profonde et constitue de ce fait une réponse ou une tentative aussi bien juridique que politique, destinée à sauver les entreprises marocaines et par conséquent à influencer positivement sur l'évolution du marché du travail ou du moins à ralentir la montée croissance du chômage. Maintenant, on passe à l'appréciation de la fonction de sauvetage des droits des entreprises en difficulté. Au terme de l'ensemble de ces fonctions, on dira simplement que le droit des entreprises en difficulté aura pour fonction principale la préservation de l'intérêt général, car il est destiné ici à assurer la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et d'emploi, et enfin l'appurement des passifs. Ainsi, la défense de ces intérêts ravive parfois des questions délaissées implicitement par le système juridique marocain. Or, le pragmatique trahissant le désir de redresser les entités de l'économie nationale conduit, paradoxalement, le droit des entreprises en difficulté au rang d'un droit fonctionnel paradoxal. Parce que le nombre de la liquidation ne cesse d'augmenter et que ce droit ignore la dimension humaine de l'entreprise. Cela veut dire ici que l'esprit même du droit des entreprises en difficulté demeure contradictoire avec sa fonction essentielle. Selon Saint-Hilarion, qui tout récemment précise, c'est un droit de défiance des professionnels, quelle que soit la nature de leur activité et le degré de leur gravité. Tout ce droit va tendre à éviter ou à traiter ces défaillances. Il y a peu de branches de droit aussi fonctionnelles que volontaires, car au-delà de son objectif économique et social, en dehors du remboursement des créanciers, la fonction essentielle du droit des entreprises en difficulté est d'apaiser les esprits et de canaliser les individualismes. Une telle approche, ouvrant le débat sur le bilan d'application des droits des entreprises en difficulté, s'attache particulièrement à la conciliation d'intérêts contradictoires et surprenantes, voire incompréhensibles. Ce droit nécessite une réflexion qui conduit exclusivement vers une politique de la mise en équilibre des intérêts toujours en contradiction. Or, la possibilité d'un droit des entreprises en difficulté liant le processus économique à d'autres valeurs paraît parfois antinomique avec l'efficience économique. Toute la perspective qui a été estimée par les auteurs de la réforme de 1996 demeure comprise, ce qui favorise actuellement, à travers la réforme de 2018, la mise en place des solutions parallèles bâties sur la base d'un consensus commun entre l'entreprise et ses partenaires habituels. Afin que la continuité d'exploitation de l'activité soit assurée, il apparaît donc nécessaire d'admettre, avant même d'imaginer un nouvel régime juridique, que de la poursuite par le juridique des objectifs économiques. Le droit des entreprises en difficulté est l'expression d'une politique, d'une idéologie et que toute défaillance économique a des conséquences sociales. Une réflexion juridique situant ce droit dans une telle perspective offrirait une hauteur
réflexion sur une fonction nouvelle de ce droit, qui ne constitue pas en un dépeçage d'actifs, mais en l'appréciation de valeurs à préserver, à prévenir ou à sauver le passif de l'entreprise. Parce que, face à un système en chèque, la culture de la préventive et de sauvetage est restée une théorie car elle n'a pas encore été concrétisée chez la mentalité des débiteurs et de ses créanciers. L'incompétence de la malhonnête des organes sociaux demeure aussi impunie. En effet, la mise en place de ce nouveau système des difficultés des entreprises se présente aujourd'hui comme un défi économique et social majeur, et surtout comme une action collective décidant l'avenir de l'entreprise en difficulté. À l'heure actuelle, où les pouvoirs publics se préoccupent au réaménagement du droit des entreprises en difficulté afin de mettre en pratique la culture de prévention et de sauvetage. La nécessité du passage à une justice plus sociale devra aussi être prise en compte. Or, le passage d'un droit ayant pour fonction essentielle la préservation des intérêts purement économiques à un droit ayant aussi pour fonction la préservation des intérêts sociaux ou le droit des entreprises en difficulté doit servir à sauver l'emploi, sauvegarder l'entreprise et assurer la continuité de l'outil de travail. Le droit des entreprises en difficulté, réforme en 2018, est un système de règles éparses très favorable aux intérêts des débiteurs et de ses créanciers, refusant ainsi de prendre en compte les coûts sociaux résultant de la défaillance des entreprises, mais contenant parfois des dispositions juridiques destinées à promouvoir certaines techniques de prévention, de sauvetage et de traitement judiciaire des difficultés de la continuité d'exploitation de l'entreprise. C'est cette pensée caractérisant la mutation idéologique profonde dans laquelle s'engageait le législateur qui fut concrétisée par la législation de 1996 et renforcée par la réforme de 2018. L'orientation générale du mouvement monolithique se traduit tant de fois par le rejet de l'interventionnisme de l'État et encore plus par une incertitude à l'égard de toute forme de collaboration entre les partenaires habituels de l'entreprise. Cet interventionnisme étatique devrait reposer sur tout le pouvoir dont dispose l'État et par conséquent sur l'inversion entre l'État et le marché. Or, la privatisation des entreprises publiques afin d'imposer la morale du marché aux relations sociales est apparue dans ce contexte idéologique comme une nécessité fatale. Le système de traitement des difficultés d'entreprise a été l'arme invisible des engagements idéologiques conservateurs en faveur de la privatisation du secteur public, alors qu'à l'origine, le droit des entreprises en difficulté était simplement considéré comme un système de valeurs à protéger afin d'adapter le droit aux besoins économiques. Universellement, la doctrine est unanime sur les fonctions indiquées ci-dessous, à savoir la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'emploi et d'activité et enfin l'apurement du passif. C'est certainement ainsi que l'on peut voir pourquoi la recherche a évolué vers ces fonctions, puisque le noyau de droit des entreprises en difficulté est la préservation maximale de l'intérêt général que constitue l'entreprise en tant qu'entité de l'économie nationale. En inversant ici le sens des protagonistes, et on dira, comme l'avait déjà observé le professeur Yves Guillon, que le droit des entreprises en difficulté est un droit d'échec, car tout le monde perd dans une faillite. Or, il faudrait être bien naïf pour croire que le droit transforme un échec en réussite. Il n'y a pas en ce domaine de bonnes lois. Il y en a seulement de moins mauvaises que d'autres ne seraient ce que parce qu'elles n'aggravent pas des difficultés de l'entreprise et ne compromettant pas le paiement des créanciers. Il semble que c'est le contenu progressif et dynamique du phénomène de la défaillance
qui permettrait parfois le recours à un droit qui consiste à la fois de prévenir et de traiter des difficultés de la continuité d'exploitation des entreprises. Ce droit a dû surmonter l'obstacle majeur que constitue traditionnellement la méfiance des débiteurs et de ses créanciers à l'égard de ce droit. Cette méfiance était d'ailleurs particulièrement justifiée. Le droit ne peut prétendre appréhender utilement les difficultés des entreprises s'il n'est pas suffisamment souple et s'il ne débarrasse pas de ses réflexes répressifs. Il importe de souligner que le législateur ne fournit pas un dispositif satisfaisant pour lutter contre les menaces qui provoquent la disparition des entreprises. La pratique et la doctrine servent à développer des méthodes mettant en relief une approche extensive de prévention et de traitement des anomalies qui compromettent la continuité d'exploitation de l'entreprise. L'efficacité nécessite ici une politique d'anticipation aussi bien rétrospective que prospective sur les difficultés d'exploitation, car la vie de l'entreprise est en perpétuel mouvement. À ce propos, Bernstein écrit que l'entreprise comme l'être humain naît, prospère, dépérit et disparaît. La disparition des entreprises obsolètes est un phénomène normal et naturel dans une économie libérale. Une approche diagnostique de certains signes, indices et ratios ne suffit pas. Il s'agit de prévoir une prise de conscience immédiate des difficultés seuil, de l'effet cumulatif de certains faits, du caractère irréversible de certaines phases et de causes d'aggravation interne et externe. Cette situation est bien résumée par M. Madère qui dit que la faillite n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais un processus qui se déroule peu à peu. Dans le souci de les maintenir viables, le législateur propose un arsenal juridique ayant pour objectif de sauvegarder l'équilibre économique de l'entreprise, de protéger les créanciers et de maintenir l'outil de travail des salariés. Puisque les difficultés des entreprises sont généralement prévisibles et peuvent être évitées par la prévention, le sauvetage et le traitement judiciaire. Alors mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je sais que ce sujet a été très long, mais vous trouvez des informations très importantes concernant les caractéristiques du droit des entreprises en difficulté et je vous conseille de le regarder jusqu'à la fin. Merci à votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans laquelle nous parlerons sur le champ d'application et la compétence en matière de droit des entreprises en difficulté. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne. Au revoir.